Bonjour à tous et soyez les bienvenus à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour le troisième et dernier volet de nos journées consacrées à l'innovation médicale. Alors comme hier et tout au long de l'après-midi, nous allons recevoir celles et ceux grâce à qui et grâce aux recherches desquelles notre santé s'améliore quotidiennement. Alors pour poursuivre notre exploration du monde de l'innovation médicale, nous retrouvons sans plus attendre le professeur Alban Redeuil de l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition. Il est en duplex avec nous. Professeur, bonjour. Alors je vais vous céder la parole pour que vous puissiez nous présenter le projet Maestria. Ça va me permettre de vous montrer en quoi l'innovation en imagerie aujourd'hui est capable d'accompagner une meilleure compréhension et un meilleur soin de nos malades. Je pense que, comme on va pouvoir le voir sur la première diapositive, ce projet s'inscrit dans le cadre d'une recherche dans l'Institut hospitalo-universitaire de cardiométabolisme et nutrition. Alors, qu'est-ce qu'un IHU? C'est en fait un rassemblement de médecins, de soignants et de chercheurs qui sont financés par le plan d'investissement d'avenir de la Nation. Et le nôtre, en l'occurrence, se situe à la Pitié-Salpêtrière, au cœur de l'Assistance publique hôpitaux de Paris, avec des équipes de l'INSERM et également de Sorbonne Université. Donc, si on peut poursuivre la présentation, ce que je vais vous montrer, c'est ensuite, la prochaine, ce que je vais vous montrer, c'est que on peut, aujourd'hui, on s'adresse, on peut passer. Voilà, merci beaucoup. Donc on s'adresse vraiment au cardiométabolisme et à la nutrition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cardiométabolisme et nutrition? C'est que finalement le métabolisme, c'est la gestion de l'énergie par les cellules ou par les tissus de l'organisme. Et en pratique, on sait très bien que le sucre, la graisse, les maladies hépatiques et aussi ce qui peut influencer les vaisseaux comme l'hypertension artérielle, ça va avoir un impact direct sur ce métabolisme et ça va être le premier des facteurs qui génèrent les maladies cardiovasculaires, les accidents cérébraux, les infarctus du myocarde, qui aujourd'hui restent les premières causes de mortalité clairement dans le monde, et y compris en France. Donc ce que je vais vous montrer ensuite, sur la prochaine diapositive, c'est que finalement, pour adresser ces maladies cardiométaboliques, il va falloir qu'on utilise un certain nombre d'outils qui sont de plus en plus nombreux à notre disposition et qui mêlent la biologie, les différentes techniques omiques. Si on peut passer à la prochaine plaque, ensuite, voilà la prochaine. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a regroupé, il y a un petit souci technique, je suis désolé, on a regroupé l'ensemble des différents outils à notre disposition et on a souhaité les appliquer dans le cadre d'un grand projet européen qui s'appelle le projet Maestria, qui est un financement européen Horizon 2020 et dont l'objectif est de créer une plateforme pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires et qui va utiliser l'intelligence artificielle. Alors on a de nombreux acteurs dans le cadre de ce projet, à la fois universitaires et également des acteurs sur le plan industriel, qui vont converger pour nous permettre de réaliser ce projet. On peut passer à la prochaine. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on travaille finalement chacun dans son coin avec des outils, soit des outils d'imagerie microscopique, soit des outils macroscopiques, soit de l'électricité, soit des signaux qui viennent directement des cellules ou des tissus. L'objectif, c'est d'assembler l'ensemble de ces données pour obtenir une signature de la maladie et d'utiliser les nouvelles techniques d'analyse d'images comme l'intelligence artificielle de façon à pouvoir, pour un individu donné, préciser son risque individuel. Savoir si la maladie est déjà présente à un stade très précoce ou s'il va développer la maladie ou bien les complications de la maladie. Et ça, aujourd'hui, c'est au cœur de la prise en charge personnalisée des malades. Je vais vous montrer dans la diapositive suivante comment ça peut s'appliquer en pratique à une population européenne et dans une maladie très précise dont vous avez entendu parler, qui est la fibrillation atriale, c'est l'arythmie de l'oreillette. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui concerne 9 millions de personnes en Europe, qui va exploser dans les années à venir avec le vieillissement de la population pour atteindre 15 millions de personnes avec cette fibrillation et 35 millions de personnes en Europe à risque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher l'ensemble de ces nouvelles technologies, en particulier l'imagerie, avec les données de la biologie
des données cliniques de façon à créer une très volumineuse base de données et analyser ces données de façon à pouvoir détecter ces patients précocement et pouvoir les orienter et orienter leur cardiologue vers les prises en charge les plus modernes. Alors ça va bien sûr intéresser les patients au premier plan, leur cardiologue traitant, mais également bien entendu l'industrie pharmaceutique et l'industrie qui va nous permettre de développer les nouvelles technologies pour adresser ces maladies. Donc pour conclure, sur la plaque suivante, ce projet va nous permettre, en étant la première plateforme numérique de diagnostic et d'aide à la décision médicale pour les maladies du myocarde responsables d'arythmie, fondée sur une analyse dense de l'imagerie de population et des données de type omique, ça va nous permettre un diagnostic plus précoce, d'anticiper et de prévenir les complications cardiovasculaires et donc une prise en charge personnalisée des patients dans ce contexte. Très bien, merci Monsieur Redeuil, merci infiniment pour cette présentation, c'était très clair. Malheureusement, le temps nous manque un tout petit peu, donc je ne vais pas pouvoir vous poser de questions. Néanmoins, une fois encore, merci beaucoup, et puis bonne chance pour la suite. Merci d'avoir été avec vous. Au revoir. Au revoir. Je me tourne maintenant vers Majid Aït Siamer. Bonjour. Majid, bonjour. Alors, je crois que vous êtes le fondateur de la société UDES, et vous êtes le porteur du projet Ropen Exo. Alors, Majid, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, avant de rentrer dans les détails du sujet, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de fois on se touche le visage par jour? Absolument pas. Alors, on se touche le visage par jour 3000 fois par jour. Ce qui est un chiffre énorme, et ce qui fait que dès qu'on essaie de réfléchir et de comprendre, de se mettre en situation des personnes qui ne peuvent pas bouger le bras, donc pas bouger le masque, pas repositionner ses lunettes, pas boire tout seul, on se rend compte que c'est un enfer. Et ce problème, en fait, il concerne des dizaines de milliers de personnes en France qui sont atteintes de maladies neuromusculaires, donc qui font que ces personnes, ils ont des aides techniques, mais ces aides techniques sont inaccessibles. En 2017, on recensait sur 30 000 personnes, 51 personnes qui étaient équipées de ce type de dispositif. Et moi, à l'été 2019, un proche atteint d'une myopathie de Duchenne a perdu en autonomie. Et donc, on a pu constater que les solutions n'étaient pas adaptées et donc excessivement chères. Et donc, à force de ce constat, on a lancé Ropen Exo, qui est donc un exosquelette du membre supérieur, donc pour la main, qui est open source, adaptable et surtout à bas coût pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en bénéficier. C'est pour ça que vous avez fait le choix de l'open source, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et du coup, si vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît, pour illustrer un peu les différentes étapes. Je pense qu'elle va arriver immédiatement. Pas de souci. On a commencé à travailler sur ce projet avec Majid parce que j'ai perdu l'usage de mon bras gauche, enfin de mes bras. Et du coup, on s'est dit qu'on allait trouver une solution pour que je puisse manger tout seul et voilà. Au début, on a commencé à travailler sur un exosquelette qui finalement marchait pas très bien, qui était pas du tout confortable et même très moche. Et là, on a commencé à travailler sur un nouvel exosquelette qui fonctionne avec des élastiques. Mais le problème, c'est que ça fonctionne bien pour les personnes qui ont encore pas mal de force dans le bras. Mais du coup, pour moi, ça fonctionne pas bien. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est un nouvel exosquelette qui fonctionne avec des moteurs et des élastiques pour que ça m'aide mieux à soulever mon bras. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est qu'on travaille à plusieurs sur un projet commun. On travaille en équipe et c'est vraiment bien. Moi, ça m'a vraiment appris à communiquer avec les autres, à apprendre à travailler en équipe. Et en plus de ça, l'ambiance dans l'équipe est vraiment bien. Alors ce que j'espère avec cet exosquelette, c'est de pouvoir utiliser mon bras comme il se doit et de pouvoir manger avec mes amis et faire plein d'autres choses. Et mon rêve le plus fou, ce serait de lancer des rayons laser avec. Donc comme vous avez pu le voir là dans la vidéo, on a une approche qui est très inclusive et collaborative, dans laquelle on essaye d'impliquer le bénéficiaire du stade de l'idée jusqu'à l'aboutissement du projet. Alors pourquoi vous avez fait le choix d'un exosquelette du membre supérieur spécifiquement ? Ouais, alors quand on pense à l'handicap en général, on pense toujours fauteuil roulant. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont développées autour de la perte des membres inférieurs. Et en France aussi, on a une spécificité qui est
qu'on a un système de santé qui est très performant pour l'aide humaine, pour le système de soins, mais du coup qu'on veut mettre une aide technique sur le marché finalement, on se rend compte que c'est une étape qui est très laborieuse, et ce qui fait qu'aujourd'hui les solutions elles sont pas accessibles, donc il existe des solutions mais pas accessibles aux personnes, et souvent le membre supérieur est négligé, alors que psychologiquement c'est très difficile en fait qu'on se rend compte, donc ça peut créer différents problèmes. Déjà, est-ce qu'on se voit solliciter de l'aide 3000 fois par jour à quelqu'un, et donc déjà il y a le fait d'oser demander, et il y a aussi la relation qui parfois peut être conflictuelle avec la personne à qui on demande, et qui se demande est-ce qu'il se fout pas de ma gueule finalement en me demandant, mais on a tous envie de se gratter et de se toucher le visage, et ce qui fait que c'est assez négligé pour l'instant. Et quelle est la prochaine étape, ou quelles sont les prochaines étapes de votre projet? Alors nous souhaitons en cette année 2021 équiper 10 enfants de la solution, et sortir un kit pour le rendre commercialisable et le plus accessible au plus grand nombre. Et du coup développer aussi notre site internet pour mettre en place notamment les sources et favoriser encore plus cette co-création. Très bien, Majid, c'est une superbe initiative. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci. Je me tourne maintenant vers Rémi Langlois, qui est responsable de la communication de la société D'un Seul Geste. Alors Rémi, bonjour. Bonjour. Alors je crois qu'on va parler de premiers secours, si je Tout à m'abuse. fait. C'est ça? Tout à fait, effectivement, chez D'un Seul Geste, on utilise la réalité virtuelle pour améliorer l'apprentissage des gestes de premiers secours au sein de la population. Alors comment on innove au sein de ces premiers secours? On a créé 2 innovations. La première, elle est d'ordre organisationnel et pédagogique. On oublie la formation de groupe, qu'on connaît tous, des formations de 10, 12 personnes, et on va avoir un apprentissage qui est individuel. On oublie la journée complète de formation et on va former en 1 heure seulement. Ça permet vraiment à tout le monde d'avoir le temps finalement d'apprendre ces gestes essentiels. La deuxième innovation, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle. On va retrouver le mannequin de secourisme qu'on a dans toutes les formations, et on va le connecter avec un casque de réalité virtuelle. Et donc la personne va pouvoir utiliser ce mannequin, mais dans le virtuel, elle va voir une véritable victime. Donc ça nous permet de plonger l'apprenant dans des situations réalistes qui permettent aux gens de se sentir vraiment dans les conditions du réel. Ça mobilise les émotions de la personne et ça permet un ancrage durable de ces gestes, et ça va développer la capacité à agir des apprenants. Très bien. Le dispositif de réalité virtuelle que vous utilisez, il est très spécifique? Alors, il est très spécifique, effectivement. On utilise des casques spécifiques qui sont connectés au mannequin. Le mannequin, on est capable d'analyser le rythme et la pression, par exemple, d'un massage cardiaque, ce qui est très important de savoir. Donc, avoir le bon rythme et de mettre suffisamment de force dans son massage. Et donc, ça permet un auto-apprentissage grâce au virtuel. Donc justement, quel type de geste il est possible d'apprendre avec votre dispositif? Alors, on apprend en fait les essentiels de premier secours, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent, qui s'adressent principalement aux personnes qui ne sont pas formées au premier secours, dans le but justement d'avoir un maximum de personnes formées. Donc, on apprend les essentiels qui sont le fait de protéger, alerter, secourir, une scène d'urgence, le fait de placer en position latérale de sécurité, comment faire un massage cardiaque, comment utiliser un défibrillateur, comment arrêter un étouffement et comment arrêter une hémorragie. Alors pourquoi on a créé D'un Seul Geste? Parce qu'en France, on est insuffisamment formé au premier secours. Il y a à peu près 20% de la population qui est formée. Et ça a une incidence directe sur le taux de survie, notamment en cas d'arrêt cardiaque. Le taux de survie en France en cas d'arrêt cardiaque, il est de 5%, ce qui est très peu. Et pour vous donner une comparaison, en Norvège, il y a à peu près 90% de la population norvégienne qui est formée. Et le taux de survie à l'arrêt cardiaque, il est de 40%. Donc il y a vraiment une nécessité de changer la donne en France pour former massivement ces premiers témoins, pour améliorer l'intervention des services de secours grâce à l'alerte et grâce aussi au fait de masser, ce qui va réduire aussi les séquelles, notamment au niveau du cerveau, en cas d'arrêt cardiaque par exemple. Et donc ça permet une meilleure prise en charge directe sur le terrain pour derrière avoir un service de secours qui est performant jusqu'au bout. Très bien. Comment se déroule la formation?
Alors la formation, elle se déroule en 2 temps. On a une première formation qui est d'ordre pédagogique, on va suivre des vidéos, on va apprendre les gestes, on va avoir des quiz, on va nous poser des questions. Et on va commencer à pratiquer, mais sur une pratique qui est guidée. On a un assistant virtuel qui est là, qui nous donne notre rythme, notre pression. Et donc on va apprendre à bien faire ce geste. Et dans un second temps, on a cette mise en situation, c'est-à-dire qu'on voit une victime. Et donc là, il va falloir agir. On n'est plus guidé, il faut identifier la situation, voir ce qu'il se passe, décider du geste à faire et le faire jusqu'à l'arrivée des secours, comme si on était dans la réalité. Je crois que vous avez une vidéo à nous présenter d'ailleurs. Tout à fait, on a une vidéo pour regarder concrètement à quoi ça ressemble. Donc là, on voit bien, par exemple, les personnes qui ont leur casque, qui pratiquent sur ce mannequin de secourisme. Et donc, ils vont être plongés dans le virtuel. Donc là, la personne regarde si la victime respire. Et donc, le massage cardiaque va commencer. Qu'est-ce que ça donne dans le virtuel? Donc, on voit un mannequin de secourisme, cette jauge de pression qui permet à l'apprenant de corriger son propre geste, de se dire là, je ne mets pas assez de force ou j'en mets trop. On répond à différents quiz pour s'assurer que les personnes comprennent bien les différents apprentissages. Et donc là, on passe à la mise en situation. Donc là, on place une personne en position latérale de sécurité. On est mis en situation dans un univers. On recrée un schéma d'intervention. Donc là, on est dans le cadre d'entreprise. Donc on a un collègue, par exemple, qui tombe de sa chaise. Et donc là, on a le cas d'un arrêt cardiaque au sol. Et donc là, il faut décider d'intervenir, de pratiquer un massage cardiaque, d'utiliser un défibrillateur, donc de placer les électrodes sur la victime, et derrière de continuer le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours, comme si on était dans le réel. Et donc là, on voit bien les secours qui arrivent pour prendre en charge la victime et continuer le schéma d'intervention. D'accord, très bien. Rémi, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Majid à vous. également. Merci à tous les deux de nous avoir rendu visite. Dans quelques instants, je rappelle aux internautes qu'ils ont rendez-vous avec Marie Prévost de la Fabrique à Neurones pour un atelier consacré à la stimulation cognitive. Restez connectés. Nous sommes de retour en plateau ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie en compagnie d'Anaïs Baru et de Romain Gombert. Alors je dirige d'abord mon regard vers Anaïs. Anaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et présidente de Damae Medical. Alors vous êtes venue nous présenter Deep Live. Concrètement, à quoi sert ce dispositif? Alors on répond à un problème de santé publique qui est le cancer de la peau. Le cancer de la peau, c'est le cancer le plus fréquent dans le monde. Il touche principalement 3 zones géographiques, l'Australie, l'Europe, les États-Unis, parce que les populations à peau claire s'exposent au soleil, d'où l'importance de bien se protéger avec une crème quand on est au soleil. Et aujourd'hui, quand on a un grain de beauté suspect, on va chez le dermatologue. Le dermatologue, il visualise l'anomalie simplement à l'œil nu et basé sur des critères comme la couleur ou le diamètre de l'anomalie, il peut effectuer une biopsie. Donc c'est un acte invasif qui va être ensuite envoyé au laboratoire d'analyse. Et en laboratoire d'analyse, on regarde l'échantillon avec un microscope. Et basé sur des critères cellulaires de profondeur, on a accès à un diagnostic. Et dans la majorité des cas, c'est sain. Donc très bonne nouvelle pour le patient, mais ça a engendré des coûts substantiels pour les systèmes de santé. Ce qu'on a réalisé chez Damae Medical, c'est un dispositif qui s'appelle Deep Live qui fait des biopsies optiques. Donc vous allez voir quelques images pour vous montrer ce que c'est. En pratique, ça ressemble à un échographe, sauf qu'on envoie de l'imagerie optique et pas des ultrasons. Et donc,
le dermatologue pointe la sonde directement au contact de la lésion et on a accès à des images de profondeur microscopique en temps réel. Et basé sur ces images, on va visualiser les mêmes critères que normalement au microscope, donc l'atypie cellulaire pour un mélanome, la présence d'un amas de cellules au niveau des carcinomes, etc. Donc en temps réel, on va avoir accès à un diagnostic, ce qui va permettre au patient directement d'avoir son diagnostic en un seul rendez-vous et donc au dermatologue de mettre en place le traitement, soit avec une crème non invasive si c'est un cancer superficiel, soit en faisant une chirurgie immédiate. Donc ça permet au dermatologue d'être vraiment responsable du dépistage, du diagnostic et d'avoir un outil validé et quantifié pour valider l'efficacité d'un traitement. D'accord, très bien. Quelle est l'origine du projet? D'où tout est parti? Alors c'est une aventure entrepreneuriale. Moi personnellement j'étais en école d'ingénieur à l'Institut d'optique Graduate School de Palaiseau quand j'ai eu la chance de rencontrer mes deux autres cofondateurs, David Ciré, le directeur technique, et le professeur Arnaud Dubois, le directeur scientifique. Et ça a été vraiment une aventure humaine dans le cadre des études. Pendant plus d'1 an, on a prototypé, on a réfléchi aux meilleures applications de cette technologie. Et 1 an plus tard, on a été diplômé, on a créé la start-up. Et aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs avec des métiers très transverses. Ça va de la technique optique à de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, de l'IA et des fonctions comme le clinique, le marketing. Donc une aventure passionnante issue de la recherche publique française. Et qui a débuté en quelle année? En septembre 2014, donc on a fêté nos 6 ans, pas très longtemps. Et je crois d'ailleurs que depuis, vous avez remporté un certain nombre de concours. Oui, tout à fait. La société a été valorisée dans le cadre d'appels à projets publics, mais aussi auprès de BPI France, la Banque publique d'investissement française. On a été lauréat du concours mondial d'innovation. On a aussi eu des subventions de la part de la Commission européenne. Et tout ça a permis à la société de se développer avec des preuves de concept techniques et cliniques avant de lever de l'argent. Et en 2017, on a fait une première levée de fonds de 2 millions d'euros auprès d'investisseurs privés. Maintenant, quels sont vos futurs projets? Puisque j'imagine quand même que là, vous entretenez une belle dynamique. Oui. Quels sont vos L'aventure n'a jamais été autant excitante que maintenant, parce que là, c'est le moment. On a obtenu un marquage CE qui est l'agrément de mise sur le marché du dispositif médical en juillet 2020. Depuis, on a équipé une vingtaine de centres, principalement en Europe. Donc, on a des enjeux de commercialisation, de formation des dermatologues, mais aussi des enjeux d'internationalisation. Comme je disais, l'Europe est bien sûr touchée, mais les États-Unis et l'Australie aussi. Et donc, on a envie, dès cette année, d'installer un premier système aux États-Unis pour comprendre la pratique, valider cliniquement la proposition de valeur. Donc, des projets extrêmement stimulants. Vous fixez des horizons temporels de déploiement de l'offre, ne serait-ce que sur le territoire français, par exemple? Oui, tout à fait. Il faut savoir jongler entre le court terme très opérationnel et le long terme un petit peu plus stratégique. Donc, on a des enjeux d'accès au remboursement, de réflexion sur le business model. Est-ce qu'on vend la machine ou on fait de la tarification à l'acte? Donc, plein d'enjeux plus ou moins long terme, justement. Les équipes sont diverses parce qu'il y en a qui travaillent vraiment à l'horizon de 3-6 mois sur des projets extrêmement concrets. Puis il y a des rôles un petit peu plus visionnaires où on se projette à horizon 5-6 ans. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup pour cette démonstration. Olivier. Je crois que nous allons retrouver maintenant le docteur Denis Graff qui est en duplex avec nous et qui va nous parler d'hypnose et de réalité virtuelle via un concept qui s'appelle HypnoVR. Docteur, bonjour. Bonjour. Écoutez, je vais vous céder la parole et je vous laisse procéder à la démonstration. D'accord. Merci de nous accueillir. Voilà, donc Denis Graff, je suis médecin anesthésiste et je suis également hypnopraticien. Je fais de l'hypnose au bloc opératoire depuis plus d'une quinzaine d'années. Et en fait, j'étais frustré parce que dans ma pratique, l'hypnose, dont les bénéfices cliniques sont avérés par de nombreuses études cliniques et un rapport INSERM qui date de 2016, notamment dans le contexte périopératoire, cette technique, elle est peu utilisée, même si beaucoup de professionnels de santé ont été formés dans les 10-15 dernières années. Pourquoi c'est peu utilisé? Parce que c'est une technique qui est chronophage, et dans l'organisation complexe des blocs opératoires notamment et des établissements de santé en général, il est difficile de dégager suffisamment de temps pour pratiquer cette technique.
Raison pour laquelle, avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle depuis maintenant quelques petites années, nous avons imaginé associer les deux techniques d'hypnose médicale et de la réalité virtuelle. Donc nous avons développé HypnoVR, qui est une solution non médicamenteuse de gestion du stress, de l'anxiété et de la douleur, qui associe dans un casque de réalité virtuelle une stimulation multisensorielle pour les patients. Donc il s'agit de proposer une immersion en 3 dimensions dans un univers visuel de confort, dans une bulle de confort, également associée avec une ambiance sonore et musicale issue directement des techniques de musicothérapie et des textes de type hypnotique qui sont adaptés à l'indication thérapeutique. Ce qui permet de proposer des séances qui sont entièrement personnalisées. Le patient choisit entre différents univers visuels, entre différentes compositions musicales, différents styles musicaux différents, et également donc des textes qui reprennent la trame d'une séance d'hypnose médicale. Ce qui permet d'avoir plusieurs milliers de combinaisons différentes pour les patients. Ce dispositif a été testé initialement dans une première étude, une preuve de concept, qui nous a donné des résultats extrêmement encourageants, avec des diminutions des scores de douleur, des scores d'anxiété chez des patients qui ont été jusqu'à 50%. Dans différentes indications thérapeutiques, nous avons d'abord essayé le dispositif sur des procédures interventionnelles, notamment en gynécologie pour des ponctions d'ovaires, chez les patientes qui étaient dans des programmes de procréation médicalement assistée. Une satisfaction de plus de 90% chez ces patientes qui recommandaient la technique pour les séances ultérieures quand c'était nécessaire. Autre indication thérapeutique en post-opératoire pour le traitement de la douleur sur des chirurgies extrêmement douloureuses. Il s'agit par exemple de la chirurgie scoliotique chez des patients qui sont des adolescents, où nous avons mis en évidence une diminution de la consommation de morphine de 50% et une réduction du temps de passage dans les services de soins intensifs qui était diminué d'une journée entière. Voilà. D'autres études ont été menées toujours avec des résultats qui vont dans le même sens, ce qui nous a permis de poursuivre le développement et d'initier également un programme de recherche et de développement en partenariat avec l'Université de Strasbourg, le CNRS, chez le volontaire sain, qui nous a également donné d'excellents résultats, permis de démontrer une diminution, là aussi, de la sensation douloureuse de façon extrêmement significative. Actuellement, nous poursuivrons notre développement. Le dispositif est amené à évoluer. Il évolue de façon constante et nous allons intégrer d'autres techniques issues des thérapies cognitives et comportementales. Nous allons également élargir nos indications thérapeutiques. Initialement, nous étions au bloc opératoire, notamment pour les patients chirurgicaux, en préopératoire, en péropératoire, en post-opératoire. Les indications se sont élargies également pour les procédures qui se déroulent dans des services de médecine, également en cardiologie interventionnelle, en radiologie interventionnelle, et dans toutes les situations où il y a des gestes, des procédures qui sont source de stress, d'anxiété et de douleur. Docteur Graff, merci beaucoup pour cette présentation qui était très complète. Vous avez devancé à peu près chacune des questions que je voulais vous poser, donc c'est parfait. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis j'espère que le déploiement de votre dispositif sera à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je me dirige maintenant vers Romain Gombert. Bonjour. Romain, bonjour.
Vous êtes responsable du Living Lab, qui est donc rattaché à l'Institut du cerveau. Alors avant d'entrer dans la démonstration de votre innovation, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Living Lab précisément? Ouais. Donc, le Living Lab, en fait, c'est un institut, c'est un laboratoire d'innovation qui a pour but de sommer une équipe de développement de produits qui somme des ingénieurs, des designers, des développeurs informatiques et des chercheurs de développement partenarial. Tout ça dans l'idée en fait de développer des nouveaux produits innovants avec directement les praticiens de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les chercheurs de l'Institut du cerveau ou encore les patients qui viennent tous les jours se faire soigner à l'hôpital. L'idée pour nous, en fait, c'est d'accélérer l'ensemble des produits qu'on puisse identifier avec ces personnes de manière à les propulser sur le marché après derrière, de manière à ce qu'ils soient rendus utiles pour tout un chacun. Très bien. Alors, évidemment, vous développez beaucoup d'innovations. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus à la fin, mais vous êtes venu spécifiquement pour en présenter une, et je crois me rappeler que c'est une application, un dispositif destiné au smartphone. C'est ça. Donc en fait, on va être sur la maladie de Parkinson, et c'est un exemple qui permet de voir aussi finalement le processus qu'on met en place pour innover dans notre labo, avec l'idée de rassembler tout le monde autour de la table, tout le monde autour de l'utilisateur final, de manière à développer un produit. On est sur la maladie de Parkinson, donc la première chose qu'on a fait, c'est contacter France Parkinson, l'association, avec lequel on a pu dégager des besoins, et en fait, des besoins tout bêtes que tout le monde peut comprendre, en fait, finalement. C'est, par exemple, le tremblement dans la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui peut être hyper gênant pour utiliser un téléphone. Rien qu'utiliser les touches du clavier, en moyenne, il faut savoir que simplement dire bonjour par SMS pour un parkinsonien, ça peut prendre jusqu'à 6 secondes, alors pour nous, ça en prend qu'une seule seconde. Par exemple, ou alors d'autres problèmes de tremblement. Pour lire un SMS, ça peut devenir assez peinant, comme tout un chacun dans le métro ou dans les transports en commun. Lire un SMS, pour nous, c'est pas forcément très évident parce que ça secoue dans tous les sens. Donc c'est un peu la même idée. Et donc en fait, l'idée qui vient de notre développement avec eux, c'est de trouver toute une myriade de fonctionnalités qui permettraient d'adapter le smartphone aux symptômes de la maladie. Je parlais par exemple du clavier virtuel, c'est d'avoir un clavier qui soit adapté avec des touches plus grosses, avec le fait d'avoir des saisies qui soient un peu différentes que ce qu'on peut trouver dans l'existant actuellement. Ou alors par exemple pour pouvoir lire sur le smartphone, qu'on ait une vue PDF par exemple, une application sur laquelle il va y avoir une adaptation en 3D qui va corriger le tremblement de la personne de manière à stabiliser la lecture du PDF pour que le parkinsonien puisse lire son SMS, quelle que soit la situation dans laquelle il est. Et donc, par exemple, c'est le genre d'application, on le fait effectivement avec l'association France Parkinson, on a mis tout le monde autour de la table, les médecins de la Pitié-Salpêtrière, et aussi, du coup, la fondation d'entreprise IRSEM qui nous soutient, parce que c'est finalement la personne qui peut nous aider après derrière à diffuser cette application bien plus loin que les frontières de la Pitié-Salpêtrière. Vous avez eu des retours d'expérience de malades, j'imagine, qui ont eu la possibilité d'expérimenter ce dispositif. Quels sont-ils? Alors, l'idée de ce mode de conception, c'est qu'on est toujours avec un utilisateur clé au centre du processus. Là, en l'occurrence, par exemple, on est avec le président de l'association France Parkinson qui est lui-même malade. Donc, en fait, finalement, concevoir un outil, si on le conçoit déjà pour lui, lui en tant que malade, j'entends, c'est déjà un pari presque gagné pour avoir une possibilité d'adaptation pour une autre personne qui serait sujet au même type de symptômes dans la maladie. Et donc là, il nous reste à le tester maintenant avec une gamme de patients, mais c'est quelque chose qui montre déjà son intérêt par rapport à la conception qu'on a avec lui-même. Très bien. Alors, on disait en préambule que vous développez beaucoup d'innovations différentes. Est-ce qu'il y en a une autre dont vous voudriez parler aujourd'hui, qui vous tient particulièrement à cœur aussi? Il y en a une que j'aime beaucoup, qui a trait beaucoup à une notion sociale finalement, et ça peut faire correspondre un petit peu avec l'actualité. L'évaluation des personnes dans le coma. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, on est en neuroréanimation. Et c'est un projet qui est à l'origine du docteur Benjamin Rowe, qui s'est dit que pour l'évaluation de la conscience, pour l'indication de cet état de conscience de la personne, dans le process normal, il faut passer par un IRM, et donc c'est quelque chose qui est très coûteux, qui est très chronophage, pour arriver à une décision clinique après en staff médecin. Et lui, il est parti d'une idée toute bête, ça a soumis des papiers de recherche derrière, de se dire
Plutôt que de faire un IRM sur cette indication-là, pourquoi on ne demanderait pas simplement aux soignants leur avis de façon tout bête en fait. Donc finalement faire une toute petite application avec une échelle qui permet de mesurer au quotidien l'état de conscience du patient par tous les soignants qui viennent le voir au quotidien. À la fin, on arrive à faire grosso modo une moyenne. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne maîtrise pas non plus l'algorithme derrière. Mais ça permet d'avoir une estimation de ces niveaux de conscience qui est quasiment aussi fidèle que de passer un IRM seulement pour cette indication-là. Alors pardonnez les propos, mes propos sont très très vulgarisés dans la technique, c'est pas du tout, enfin c'est évidemment pas complètement comme ça que ça se passe, mais voilà l'idée. Et donc la beauté de cette chose-là, ce que j'aime bien en fait, c'est on arrive à retourner à un acte social, ce qui était pris en charge par une technologie, et donc cette espèce de rétropédalage sur quelque chose de très humain finalement, et quelque chose qui fait que je suis assez content de faire ce qu'on fait au labo en fait finalement. Romain, merci beaucoup. Anaïs également, merci. Bonne continuation à tous les deux. Merci infiniment d'être venus nous rendre visite. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de se revoir dans quelques temps. Avec plaisir. Merci. Je rappelle que dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver le youtubeur Corentin Lacroix, qui est animateur de la chaîne YDoc, et qui va sans doute changer votre vision des prescriptions médicales. À tout à l'heure. De retour en plateau, ici à la Cité. Nous sommes maintenant en duplex avec le professeur Pierre Philippe, qui est responsable de la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez rejoint pour nous présenter Canopé, avec un K, une application qui devrait faire beaucoup de bien, je crois, aux personnes atteintes de troubles du sommeil. Je vous passe la parole. Bonjour à vous. Alors, la solution Canopé, c'est une solution qu'on a mis au point à Bordeaux et qui a pour objectif de répondre à des besoins de santé publique auxquels on a malheureusement été confrontés lors de cette crise du Covid, et en particulier vis-à-vis des troubles du sommeil. Comme vous le savez, il y a approximativement 60% de la population qui rapporte des plaintes de sommeil, et ces plaintes, contrairement aux troubles d'anxiété et de dépression, n'ont pas diminué pendant la période de déconfinement, mais sont restées présentes. Donc on est confronté à une prévalence très importante du trouble et des ressources humaines malheureusement très limitées et actuellement aussi très débordées. Donc la conception qu'on a voulu faire, c'est de prendre une brique technologique qui est un agent conversationnel qu'on a adapté au contexte de la crise du Covid et qu'on a rendu disponible par rapport à des solutions du 21e siècle, qui sont en particulier les plateformes de téléchargement d'applications pour smartphone. Donc, l'application en question est disponible. On a conçu une solution téléchargeable sur le Google Store et sur l'Apple Store. Et cette solution, en fait, elle a permis à ce jour à 16 000 personnes de télécharger une application qui permet dans un premier temps de s'évaluer en répondant à des questions, mais aussi en complétant un agenda de sommeil pendant une semaine. Au bout de cette semaine d'évaluation, si l'agenda de sommeil montre des anomalies et surtout si vos plaintes sont toujours élevées, on vous propose une série d'interventions comportementales, une période de 10 jours. Et à ce jour, il y a à peu près 7000 personnes qui ont fait ces interventions. Et ces interventions, elles vous aident à rééquilibrer votre hygiène de sommeil. Donc, on a montré dans une publication très récente dans le Journal of Medical Intimate Research qu'on réussit à réduire très significativement les plaintes d'insomnie grâce à cette application. On a également des résultats plus récents, pas encore publics, qui montrent qu'on a une efficacité très positive sur la fatigue, sur l'anxiété et la dépression.
Et donc, cet outil Canopy, avec un K, qui est un outil gratuit, donc téléchargeable sur le Google Store et l'Apple Store, c'est, on pense, un outil de santé publique et surtout de support de campagne de prévention très important qu'on souhaite pouvoir voir amplifié dans l'usage au niveau de la population générale. Et l'objectif de ce type d'outil, je pense, dont on pourra discuter dans le futur, c'est aussi de permettre de reproduire ou de régénérer du temps pour les soignants, de façon à ce qu'il y ait un triainement qui soit fait et une prise en charge pour les cas légers à modérés, sur lesquels on a démontré une efficacité certaine, de façon à ce que les cas sévères puissent aller plus rapidement et plus directement auprès des soignants humains qui produiront un service plus efficace pour l'ensemble de la population. Très bien. Docteur, l'efficacité, vous avez dit qu'elle était assez remarquable. En chiffres, ça donne quoi? Alors, excusez-moi, j'ai un retour. Donc, est-ce que vous pouvez me répéter votre question? Oui, naturellement, ne vous inquiétez pas. Non, je disais que je rebondissais sur ce que vous aviez dit. Vous avez dit que l'efficacité avait été prouvée. Est-ce que vous avez des données chiffrées qui permettent de la tester, justement, ou de l'évaluer, justement? On a des données chiffrées et ces données, elles montrent que sur des insomnies légères à modérées quantifiées par un score international qui est le score de l'EASI, on a une efficacité, on peut réduire très significativement les plaintes à des niveaux normaux. On a aussi montré que, par exemple, on peut faire gagner 1 heure de sommeil estimé et de l'ordre de 12% de l'efficacité du sommeil qui est un marqueur de qualité du sommeil. Donc, on a effectivement des marqueurs objectifs qui ne fonctionnent pas chez les très sévères, mais ça on s'y attendait un peu, mais qui par contre fonctionnent sur à peu près 75% des gens qui ont téléchargé l'appli, ce qui est quand même assez notable en termes de santé publique. Bien sûr. À ce jour, combien de personnes ont téléchargé l'application? Alors à ce jour, il y a 18 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Il y en a 10 000 qui ont fait le volet sommeil, puisque notre application elle adresse aussi des enjeux d'addiction. Et sur ces 10 000-là, il y en a 7 000 qui ont déroulé le programme complet de 17 jours. On commence à avoir une expertise très significative. Et on a toute une série de publications en cours, justement. Et on va lancer une nouvelle version de l'application prochainement pour la prise en charge des problèmes d'addiction, en particulier d'alcool et de tabac. D'accord. Toujours sur le même modèle, avec une sorte d'accompagnant virtuel? Alors, notre propos, oui, bien entendu, c'est de pouvoir développer un caractère empathique de l'application. Cet empathique passe par Louise, qui est notre compagnon virtuel qui permet de vous parler et donc d'avoir un dialogue qui est beaucoup plus fluide et naturel qu'un simple chatbot. C'est aussi un outil qu'on a validé en intra-hospitalier en diagnostic et on a montré que comparativement, par exemple, à des médecins réels, on avait un taux de précision diagnostique sur la dépression, sur l'addiction, qui sont très proches d'un praticien. Très bien. Professeur Philippe, merci infiniment pour votre intervention. Navré, je suis un petit peu pris par le temps, il va falloir qu'on se quitte. Mais encore une fois, merci. C'était un plaisir, merci, au revoir. Alors nous enchaînons avec un nouveau duplex en compagnie de Sacha Stojanovic et du professeur Lepelletier. Messieurs, bonjour. 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 Alors je vais commencer par Monsieur Stojanovic. Pouvez-vous nous présenter votre société qui s'appelle Meanwhile et le projet de robotique autonome dont vous êtes porteur? Donc, bonjour, oui. Donc, je suis Sacha, le président fondateur de la société Meanwhile, implantée à Lyon, créée en décembre 2017, et qui est la société spécialisée en robotique mobile autonome. Aujourd'hui, Meanwhile conçoit, fabrique et déploie des robots mobiles autonomes. Nous avons à notre effectif 14 collaboratrices et collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'un robot mobile autonome? Moi, pour ma part, je préfère appeler ça un véhicule autonome intelligent. C'est une machine, un véhicule dédié au transport de biens légers dans les bâtiments, qu'il se soit des bâtiments industriels et naturellement, le contexte d'aujourd'hui, des établissements de santé. Nos robots, de manière totalement automatique et intelligente, vont se promener, naviguer dans le bâtiment en prenant des ascenseurs
automatiquement, sans intervention humaine, ouvrir des portes et transporter, par exemple, des dispositifs médicaux. Il faut bien comprendre ce qu'est un robot mobile autonome, dans le sens que le robot est dédié de ce qu'on appelle une brique SLAM, qui est une brique d'intelligence artificielle que nous, on préfère appeler algorithme complexe, et qui fait que le robot est non prédictif et non déterministe, dans le sens que le robot va prendre ses propres décisions à partir du moment où on va lui donner une action, dire aller transporter un bien à un bloc opératoire par exemple. Le robot va choisir de lui-même le meilleur parcours, et si éventuellement au milieu du parcours il y a un obstacle qui est infranchissable, il va décider sans intervention humaine de faire demi-tour et de prendre un ascenseur pour joindre son objectif. Très bien. Quels sont spécifiquement les cas d'usage dans les établissements de santé? Peut-être que le docteur Pelletier peut y répondre. Oui, bonjour, professeur Le Pelletier. Oui, je suis chef de service de l'hygiène hospitalière au CHU de Nantes. Et nous utilisons des robots mobiles depuis 2013. Nous sommes actuellement à la 3e génération de robots, et dernièrement avec la société Mil. Ces robots de transport mobiles, intelligents, comme ça a été dit, transportent des endoscopes, c'est-à-dire des tubes qui pénètrent dans les cavités naturelles de l'homme pour faire du diagnostic, entre un centre de désinfection de ces endoscopes et les sites utilisateurs d'endoscopie, tels que l'ORL, les services de maladies digestives, l'urologie ou la réanimation. L'inconvénient de notre centre, c'est qu'il est à distance des centres de consultation ou du bloc opératoire où on réalise des endoscopies sous anesthésie générale ou en consultation. Nous avons utilisé initialement des coursiers humains, mais avec des horaires contraints. À partir de 2013, introduit de la robotique mobile, et nous avons actuellement uniquement des robots mobiles qui réalisent à peu près 40 courses à la carte par mois, pour un total de 1200 km chaque année, avec 4 parcours autonomes sur borne Wi-Fi au sein de l'hôpital, comme en prenant les ascenseurs de manière autonome. Donc, nous avons 2 robots, ce sont des véritables collaborateurs insérés dans l'organisation de notre service, et nous ne pourrions plus actuellement fonctionner sans ces robots mobiles. Donc il s'agit vraiment de robots qui améliorent considérablement, si je comprends bien, les conditions de travail du personnel soignant. Bien évidemment, puisque notre centre ouvre le matin à 7h30 jusqu'à 20h, et avec ses horaires d'ouverture assez larges, des demandes au dernier moment de médecins pour la consultation ou pour le bloc opératoire. Avec ces robots, nous avons une souplesse finalement de réponse à la demande qui est très appréciable. Très bien, messieurs, je suis navré malheureusement, une fois de plus, je suis pressé par le temps. Merci beaucoup pour ces explications et ces démonstrations. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, une fois de plus, on enchaîne avec un nouveau duplex. Alors, cette fois-ci, nous serons en communication avec Corentin Walker, qui est expert produit chez Japet Medical et qui donc est en duplex également. Monsieur Walker, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que vous venez nous présenter Atlas, le bien nommé pour le coup, puisqu'il s'agit d'un exosquelette qui soulage les lombalgies, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, je vais vous parler de la société Japet. On a été créé en 2016 donc, par nos 2 cofondateurs, Antoine Noël et Damien Bratic. Antoine Noël qui a un parcours d'ingénieur en robotique, et Damien Bratic, ingénieur médical. De ces deux visions des choses, Japet a développé en fait le concept de wearable medicine. Donc c'est la combinaison d'un côté des sciences médicales et de la robotique moderne de l'autre, au service de la santé au travail. Donc chez Japet, on a développé le premier exosquelette contre le mal de dos. Donc c'est le Japet W. Un exosquelette aujourd'hui qui est très simple, on va dire, qui a un premier objectif. Le premier objectif, c'est que le mal de dos, on a tous déjà entendu que le mal de dos était un petit peu le mal du siècle. Le premier objectif, c'est de protéger la colonne vertébrale. Alors, comment est-ce qu'on vient la protéger? L'exosquelette va jouer en fait le rôle d'amortisseur. On va venir étendre le dos pour enlever de la pression et soulager les différentes douleurs. Donc, le premier objectif, c'est de protéger la colonne, donc limiter l'impact, retarder la fatigue et soulager les douleurs. Le deuxième objectif de notre exosquelette, c'est de maintenir une mobilité. C'est pas parce qu'on met un exosquelette sur une personne qu'elle ne doit plus bouger et plus faire son activité. Donc toujours avoir un confort dans le mouvement de travail et toujours aussi un maintien de l'activité musculaire. Un maintien de l'activité musculaire qui est hyper important puisque les muscles de votre dos sont
sont importants quand vous marchez, quand vous courez, quand vous sautez ou quand vous portez. Donc voilà, c'est très important de toujours avoir une activité musculaire. Et puis le troisième objectif de notre exosquelette, c'est de sécuriser les postures, c'est de maintenir toujours le dos dans une posture la plus droite possible et aussi limiter les postures à risque. Donc par exemple, on a tous cet exemple en tête où pour aller prendre un carton de 10 kg au sol, on vous dit toujours de garder le dos droit et de plier les jambes. Notre exosquelette aujourd'hui vous éduque, vous rééduque à adapter les bons gestes et les bonnes postures dans votre activité professionnelle. Donc pour résumer, en gros, on a développé le premier exosquelette contre le mal de dos au travail pour protéger la colonne, maintenir la mobilité et sécuriser les postures. Aujourd'hui, c'est un exosquelette qui est rapide à mettre en place. On s'équipe en moins de 30 secondes, on se déséquipe en moins de 10 secondes. Il doit être le plus léger possible, inférieur à 2 kg aujourd'hui. Ce que je vous propose juste pour finir cette petite interview, c'est de vous montrer rapidement comment ça se met sur le corps. Donc j'ai juste un exosquelette juste à côté de moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très bien. On a la première étape, c'est simplement de le mettre sur le corps. Je vais juste enlever ma chaise. Simplement de le mettre sur le corps. La deuxième sangle, on vient la mettre au niveau des hanches. On vérifie bien qu'il est bien aligné. Donc, s'il est bien positionné, la ligne du haut suit la ligne du bas et suit la ligne du pantalon. D'accord. Donc, un exosquelette qui est simple à mettre en place. On vient clipser sur les deux boutons. On vient serrer pour que le dispositif soit le plus serré possible. Je viens le mettre en place. D'accord. Donc, il va s'allumer des petits LED pour montrer que la batterie est bien chargée. 4 niveaux d'étirement, on va dire, pour venir soulager le dos. Donc, je vais appuyer sur le premier. Et du coup, je vais avoir les petits moteurs qui vont monter de chaque côté. Donc ça, premier niveau, on va pouvoir monter les différents niveaux et accompagner, on va dire, les différentes postures des personnes qui portent des charges, par exemple, ou des patients en hôpital. Voilà. Alors vous expliquiez tout à l'heure, vous avez dit que le mal de dos c'était le mal du siècle. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil aux chiffres, effectivement c'est hallucinant, je crois que c'est 65% des salariés qui se plaignent de lombalgie, c'est ça, je me trompe pas? Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, le chiffre, c'est ça. Et je pense que on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a mal au dos, qui travaille en entreprise ou pas. On a aussi des projets à moyen long terme, on va dire, c'est d'équiper les particuliers. On connaît tous un oncle, une tante, un parent qui a mal au dos. Donc dans les années à venir, on a des projets de développement pour équiper aussi les particuliers à domicile pour soulager le dos. Aujourd'hui, ça représente combien d'utilisateurs, votre dispositif? Aujourd'hui, alors on a commencé les commercialisations en 2019 et fin 2020, on a mis en service notre 100e exosquelette. Donc là, ça c'est amené à grandir, on va dire que depuis le début d'année 2021, on est sur une pente à forte croissance. Alors, sans forcément rentrer précisément dans la problématique du coût, est-ce que ce genre de dispositif est onéreux? Est-ce qu'il peut être éventuellement pris en charge par l'assurance maladie? Oui, alors un coût onéreux, on va dire oui et non, par rapport à ce que le mal de dos coûte aux entreprises, on va dire que c'est un coût qui est acceptable. Et il peut aussi être pris en charge par l'assurance maladie. Donc, dans le cadre de reclassement pour travailleurs handicapés, l'assurance maladie peut aider à financer entre 80 et 100% du prix de l'exosquelette. D'accord. D'ailleurs, je crois que vous avez évalué le coût des lombalgies et on n'est pas loin du milliard d'euros. Ouais, c'est ça. C'est un chiffre qui est énorme. Et il y a énormément de gens qui ont mal au dos. Et du coup, aujourd'hui, on se fait contacter un petit peu de partout, pas qu'en France, à l'international aussi, pour essayer de trouver des solutions pour soulager le mal de dos au travail. Très bien. Corentin, merci beaucoup pour cette démonstration. C'était très instructif et très utile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Je me dirige maintenant enfin en plateau. Ça y est, on y est. On est de retour. Je suis en compagnie de Carole Tinardon de la société Semeya. Alors Carole, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venue nous présenter un dispositif innovant de télésuivi au service des malades. Tout à fait. Alors Semeya, on est parti du principe, si on peut afficher la présentation, on est parti du principe qu'aujourd'hui on a de plus en plus, on le sait, on a de plus en plus de patients qui ont des maladies de plus en plus longues et compliquées.
Et en même temps, de l'autre côté, on a de moins en moins de médecins, ce qui fait que notre temps médical, le temps de qualité entre le patient et le médecin se réduit. Et pourtant, l'échange, la connaissance du patient, les conseils sont très importants pour ces patients qui ont besoin d'accompagnement. Donc ça, c'est un constat qui est partagé par les patients, qui est partagé par les médecins. Et si on tourne la page, c'est une des raisons et une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'au cours des consultations, il y a une partie du temps qui est alloué, qui est dédié entre le patient et le médecin, qui est dédié à rechercher toutes les informations qui sont autour du patient sur son état de santé. Alors ça va être, on le sait, on a des analyses d'examens de biologie, on a des radiologies, on a des comptes rendus de consultation. C'est très riche et c'est très important d'avoir toutes ces informations, mais aujourd'hui elles sont éparpillées partout. Alors le médecin va commencer par aller chercher son fax, son mail, le patient va lui amener les comptes rendus, parfois on oublie parce qu'on a beaucoup de choses, et ça c'est du temps qui est perdu dans la consultation, qui n'est pas du temps de qualité entre le patient et les médecins. Et c'est un peu nous de ce principe-là qu'on est parti, on dit on a besoin que le médecin et le patient aient du vrai temps ensemble et qu'ils aient du temps médical pour discuter de leur pathologie, discuter du suivi à mettre en place. Donc c'est la première chose qu'on propose aujourd'hui, nous, dans notre solution de télésuivi, on va arriver à capter automatiquement toutes ces informations qui sont un peu éparpillées partout et qui sont parfois difficiles à trouver, et on va les restituer de manière ordonnée, centralisée sur une seule page au médecin pour qu'en un clin d'œil, quand il voit son patient, ou même quand il a son patient au téléphone, il puisse retrouver tout ce qui est utile de savoir pour bien le prendre en charge. La deuxième chose que l'on a fait à partir de toutes ces données, si on tourne la page d'après, c'est que c'est bien bon, on a beaucoup d'informations sur un patient. Si vous pouvez tourner la page, pardon. Si on a toutes ces informations, on va nous, grâce à nos solutions d'analyse de données, on va arriver à essayer d'identifier les informations les plus pertinentes pour ce patient, identifier s'il y a des risques particuliers sur ce patient, et on va les remonter au médecin de manière très précoce. Ce qui fait qu'il va être alerté, il va se dire « Ah, il y a quelque chose sur ce patient », par exemple entre des consultations, parce qu'on ne voit pas son médecin toutes les semaines, même quand on a une maladie chronique qui peut être lourde, on va le voir peut-être tous les 3 ou tous les 4 mois. Là, il va être alerté, il va dire « Il y a quelque chose concernant ce patient qui n'est pas comme d'habitude, aller regarder, et donc il va aller regarder cette donnée, il va dire ah oui en effet, c'est pas normal, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Il va l'analyser, il va dire ok, là je dois mettre en place des actions pour adapter. Ça peut être changer une prescription de médicaments, ça peut être recommander une analyse de sang en particulier, et ça peut être aussi lui demander de venir en consultation plus rapidement. Et tout ça, l'objectif que l'on a, c'est de redonner du temps médical, de redonner un dialogue entre le patient et le médecin, et donc au final d'améliorer la prise en charge globale avec le patient. Si on regarde un petit peu comment ça se passe en pratique, et là on va passer sur une petite vidéo, donc on prend le suivi de la greffe de rein. Je suis néphrologue, je suis sur ma page patient, j'ai toutes les informations qui le concernent. Par exemple, les mesures de tension qui sont importantes à suivre. Par exemple, mes résultats d'analyse de biologie. La créatinine, on sait que c'est important pour voir si le rein fonctionne bien. Je vais savoir les traitements qu'il a pris, et il y en a beaucoup dans la greffe de rein, donc c'est parfois compliqué pour le médecin et pour le patient. Et je vais avoir aussi les consultations. Au-delà de ça, je vais être informée plus globalement sur mon patient. Je vais savoir s'il a d'autres pathologies, parce que ça peut jouer sur quel traitement je lui prescris. Je vais savoir s'il a des risques particuliers. On va me remonter toutes ces données qu'on aura analysées, donnent une indication sur le risque. Et là, par exemple, je vais être alertée. Attention, votre patient, il y a un problème sur sa tension. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Je vais regarder. En effet, ce n'est pas normal. Elle est beaucoup trop élevée. Eh ben, je vais essayer de voir ce que je fais. En l'occurrence, là, je vais lui prescrire un nouveau traitement, quelque chose qui est censé améliorer. Je vais pouvoir lui envoyer, donc là, je vais aller sur ma messagerie sécurisée. Je vais pouvoir lui envoyer directement en un seul clic, entre guillemets, cette nouvelle ordonnance. En lui disant, voilà, il y a eu quelque chose, je vous envoie l'ordonnance. Et le patient, sur son application, il a une application qui lui est dédiée, va pouvoir la récupérer et aller directement en pharmacie, là où d'habitude il aurait eu potentiellement un temps plus long pour accéder à sa nouvelle prescription. Je vais pouvoir également, en tant que patient, recueillir des données, soit via des objets connectés, soit manuellement, et c'est justement ces données-là qui a reçu le médecin et qui a permis de réagir beaucoup plus vite et du coup de rentrer dans une sorte de suivi permanent vertueux entre le patient et le médecin, et d'améliorer le dialogue entre les deux et du coup la prise en charge. Donc l'actualisation est immédiate. Dès lors que le patient a intégré la donnée, le médecin a un accès quasi instantané à l'évolution des analyses. Tout à fait. Là, on parlait d'une mesure de tension qui est suivie par le patient à son domicile, mais par exemple, les résultats d'analyse de biologie que vous faites en ville, on va automatiquement récupérer ces données auprès du laboratoire sans passer par un intermédiaire. Alors, je crois que vous prenez en charge, entre guillemets,
énormément de pathologies, mais aussi les pathologies psychiques. Oui. C'est ça? Aujourd'hui, on est présent sur le suivi en néphrologie, donc sur le suivi de la greffe de rein et des patients atteints de maladies rénales chroniques. On est présent en oncologie, dans le suivi des patients atteints de cancer du sein, et en effet dans les maladies mentales pour le suivi des patients à troubles bipolaires. D'accord, très bien. Carole, malheureusement, je cours encore une fois après le temps. Merci pour cette présentation qui est très complète. Merci. Je vous souhaite évidemment bonne continuation. Merci, à vous aussi. Merci évidemment de nous avoir rendu visite. Je passe maintenant la main à la youtubeuse Tania Louis de la chaîne Biologie Tout Compris pour une vidéo consacrée aux soins par les virus. C'est un joli contre-pied. À tout à l'heure. Nous sommes de retour en plateau à la Cité des Sciences et de l'Industrie en compagnie de nos derniers invités. Alors, avant de passer à la présentation, je précise que les innovations qui vont suivre ont la particularité de fonctionner sur le modèle open source. Alors, c'est un modèle qui présente évidemment l'avantage d'autoriser un développement communautaire et une sorte d'enrichissement continu. Alors, pour le comprendre, je me tourne immédiatement vers notre premier invité, Thierry Okidam. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Enable France. Absolument. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'activité d'Enable? On utilise un réseau de makers un peu partout en France pour fabriquer des mains imprimées en 3D qui vont être offertes à des enfants qui sont nés sans doigts ou sans poignet. D'accord. Vous avez commencé cette aventure quand? Parce que je crois que ce n'est pas spécifiquement votre cœur de métier à l'origine. Ah non, on est tous bénévoles, ça c'est ma danseuse. On a fait ça à partir de 2015, fin 2015 on a démarré, donc on a 5 ans maintenant. D'accord, très bien. Combien l'association compte-t-elle de membres en France et dans le monde même? Alors dans le monde, on est à peu près 15 000, mais en France, dont je m'occupe, on est 400 makers. On est 3 000 inscrits et 400 que nous avons validés et qui sont habilités de fait à fabriquer des mains pour des enfants. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, pratiquement parlant, comment vous vous y prenez? Alors, ce sont des appareils qui sont entièrement mécaniques, qui sont imprimés en 3D, avec quelques éléments non imprimés comme des élastiques ou du fil de pêche, qui coûtent très peu cher à fabriquer, qui sont très faciles à réparer. Ça coûte combien à peu près? Ça coûte moins de 50 € à produire, ça. D'accord. Donc on en fait cadeau aux enfants qui en ont besoin. Tous nos makers sont bénévoles et philanthropes. Et ces mains donc, fonctionnent purement mécaniquement. C'est l'action du poignet qui va fermer les doigts et fournir aux enfants la pince qui leur manque quand ils n'ont pas de doigts et qui leur fait défaut. D'accord, c'est formidable. Le modèle open source, j'imagine évidemment, qui s'imposait? Tout est open source, bien entendu. D'accord. Vous avez des projets qui pourraient permettre de déployer encore plus cette initiative? Absolument. On est en train de préparer un gros projet qui va nous permettre de nous tourner vers des exosquelettes, vers des besoins gérés par d'autres types de handicaps, pour les personnes malvoyantes, malentendantes, pour les prothèses de membres inférieurs aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire dans plein de directions différentes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure-là? Le plaisir de découvrir que quand on est technophile, un peu maker dans l'âme, et qu'on a très envie de jouer avec une imprimante 3D, on peut faire des choses en plus que des coques de téléphone ou des nounours en plastique, et rendre service et permettre de changer un peu la vie de personnes au quotidien. Combien de temps ça prend pour créer une prothèse de ce type avec une imprimante 3D? Il faut une vingtaine d'heures d'impression, mais c'est essentiellement du temps machine. Le Torum, il est relativement petit là-dedans, et après il y a 2 ou 3 heures d'assemblage. D'accord. Combien d'utilisateurs aujourd'hui des prothèses que vous produisez aujourd'hui en France? En France, depuis qu'on a démarré notre activité,
on a produit environ 200 appareils. Donc on a équipé 200 personnes et bien sûr chaque année on continue et on en a là actuellement une cinquantaine en cours de préparation. D'accord. Et à l'échelle du monde, ça représente combien de personnes qui ont pu avoir la chance de profiter de ce type de C'est très dispositif? compliqué parce que Inable est un mouvement, donc on n'est pas organisé en pyramide avec un contrôle de ce qui est produit, etc. Tout est open source, donc n'importe qui, n'importe où dans le monde peut dire moi je vais créer un chapitre Inable et je vais me mettre à faire des mains. On estime qu'il y a à peu près, depuis 5 ans, 4-5 000 appareils qui ont été fabriqués et distribués. Mais c'est vraiment juste une estimation. D'accord, très bien. Vous m'avez dit que vous aviez évidemment beaucoup de projets, j'imagine, qui touchent d'autres parties du corps. Voilà, et puis des mains robotiques aussi, parce qu'une main robotique, ça coûte entre 40 000 et 140 000 euros aujourd'hui. Donc c'est très compliqué pour les familles d'en obtenir. Et on a fait la démonstration, donc on était capable d'en fabriquer pour 400 euros. Alors j'imagine que l'efficacité entre guillemets n'est pas forcément équivalente, mais elle est suffisamment intéressante pour que vous puissiez proposer ce type de dispositif. Voilà, on est encore au stade du prototype, on travaille à les améliorer, mais si vous voulez, on n'est pas dans le cadre d'une entreprise qui doit valoriser sa R&D. Bien sûr. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Alors je crois que vous avez quelques slides à faire passer. Oui. Alors. On a du son? Je pense qu'on devrait en avoir. Et non, manifestement, nous n'avons pas de son. D'accord. Alors peut-être que vous pouvez commenter les images. Là, on voit le témoignage d'un enfant qu'on a équipé et qui explique comment il a choisi les couleurs de sa main de super-héros et pourquoi il a préféré avoir cette main-là plutôt qu'une autre. En réalité, tous nos appareils sont fabriqués sur mesure et personnalisés pour les utilisateurs, donc on n'a jamais fait 2 fois la même main. D'accord. Voilà le genre d'appareil qu'on fait. Donc on a 2 grandes catégories, ce sont des mains pour les gens qui ont un poignet et pas de doigts, et des bras pour les gens qui n'ont pas du tout de poignet, qui ont un avant-bras plus ou moins long. Et puis à partir de 2018, on a commencé à faire des mains robotiques qui sont, encore une fois, on en parlait, encore à l'état de prototype aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on regarde la proposition médicale aujourd'hui, elle est binaire. Il y a d'un côté des prothèses esthétiques sans fonctionnalité aucune, c'est juste pour masquer le handicap. Je l'enfile comme un gant et ça fait comme si j'avais une main, mais je n'ai pas de main. Et de l'autre côté, et ça vaut entre 3 000 et 4 000 euros et c'est pris en charge par la Sécu. Et de l'autre côté, on a des mains myoélectriques. Alors là, on est dans Star Wars, avec des mains robotisées. Et ces appareils-là coûtent très très cher, sont lourds à porter, sont compliqués à apprendre à utiliser et sont très très mal remboursés par la Sécurité sociale. Et entre les deux, il y a nous, avec nos mains qui fournissent une capacité de préhension de base et un coût de production qui est tellement bas qu'on peut offrir ces mains aux destinataires. Donc c'est entièrement gratuit pour les familles. On a créé une plateforme sur le net sur laquelle tout le monde s'inscrit et quand on a une demande d'appareil, on recherche le maker qui va être à la fois le plus proche géographiquement, qui va être disponible parce que tout le monde ne l'est pas toujours et qui va avoir la compétence requise pour fabriquer l'appareil qui est demandé. Et on les met en relation. Notre modèle économique est certainement le plus stupide du XXIe siècle, puisqu'on tourne avec 0 €. Ça s'appelle la gratuité, c'est ça? Il est éthique et solidaire. Il est éthique parce que tous les makers sont philanthropes et bénévoles et font ça, offrent leur temps, leur expérience, le matériel pour fabriquer les mains gratuitement aux familles. Et solidaire parce que aussi tous les membres du bureau et de l'administration de Inable France sont bénévoles. Moi, je suis bénévole et j'ai pris une demi-journée de congé pour venir ici aujourd'hui. Et on vous en remercie d'ailleurs. Donc, comme on n'a pas de son, je vais passer rapidement sur cette deuxième vidéo. On travaille beaucoup avec l'éducation, avec des profs de techno partout en France. Et ça, c'est un handathon qu'on a fait en Belgique, où en 4 heures, 40 élèves ont assemblé 20 mains. 40 élèves en binôme ont fabriqué 20 mains qu'on a ensuite utilisées et distribuées à travers le réseau. D'accord. Voilà, j'aurais encore plein de choses à dire, mais
On manque de temps, je ne veux pas vous bloquer. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Et c'est nous qui vous remercions. En plus, vous voyez, vous n'avez pas non plus trop débordé. Donc c'est formidable. Thierry, merci infiniment. Je vous en prie. Et vraiment, bravo pour cette initiative, c'est formidable. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Benoît Vincent et Mathilde Matringe. Oui, bonjour. Très bien, enchanté. Alors vous venez nous présenter un dispositif qui s'appelle Ecopen. Oui, c'est ça. Donc, alors de quoi s'agit-il précisément? Alors en fait, on développe un éco-stéthoscope, donc c'est comme un petit échographe ultra portable et accessible en termes de prix, qui permet en fait de visualiser à l'intérieur du corps, mais pas pour faire de l'échographie de spécialité, c'est vraiment pendant l'examen clinique pour orienter le diagnostic. Donc l'idée, c'est que tous les professionnels de santé puissent en être équipés, que ce soit des médecins, mais aussi des infirmiers, des sages-femmes, et que un peu à l'instar du stéthoscope, eh ben, ils puissent pendant l'examen venir voir à l'intérieur du corps, est-ce qu'il y a un organe touché, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. D'accord, très bien. Comment vous est venue l'idée d'Ecopen? Alors c'est un projet qui a commencé il y a un peu en fin 2014, donc il y a un peu plus de 5 ans. Moi j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est des médecins qui sont à l'origine du projet et notamment qui collaboraient avec un radiologue qui est un peu à l'origine de ce concept d'éco-stéthoscopie et qui se sont dit que l'échographie c'est une technologie ultrason qui n'est pas invasive, qui est pas invasive, pardon. Et qui est pas irradiante, donc qui n'est pas un danger pour le patient, et du coup que ça pouvait permettre de donner un outil supplémentaire aux médecins de pouvoir voir, alors que souvent on peut palper, on peut écouter, mais on ne peut pas voir à l'intérieur du corps. Alors je crois que vous êtes venu avec le dispositif en question. Alors donc ça c'est un peu différent. Autant pour moi. J'allais justement en parler. En fait, on est aussi un projet open source. Et donc, on travaille avec une communauté à la fois scientifique qui nous a aidés sur tous nos prototypes et médicale qui nous aide à co-construire en fait le dispositif d'échographie, enfin d'écho-stéthoscopie. Et en fait, en parallèle, on a des activités un peu plus de recherche autour des ultrasons. Et du coup, c'est de ça que Benoît est venu parler. Voilà, le passage de relais est effectué. Moi, je suis le canal historique d'Ecopen et la branche maker. D'accord. Donc, en fait, effectivement, le projet... Juste une petite précision pour les salles, du coup, on peut aller à la dernière slide, parce qu'on n'a pas suivi On a un peu... Pas de problème, je vous en prie. Voilà, donc l'idée, effectivement, comme le disait Mathilde, est de dire... Et si aujourd'hui on reconcevait un échographe avec les moyens d'aujourd'hui, mais avec les technologies, du moins les capacités des années 80, 90, et là les médecins nous disent mais oui, ça c'est très utile, ce serait incomparable avec les échographes, ils coûtent des centaines de milliers d'euros aujourd'hui, des échographes de spécialité, et par contre avoir un petit échographe économique, reconstruit et avec les capacités des anciens modèles serait extrêmement utile. Donc on a toute une branche chez Ecopen qui est très orientée maker et dont la fonction est de remettre dans les mains des makers, des curieux, des étudiants, des moyens de faire de l'échographie, de découvrir les ultrasons, parce que c'est une technologie qui somme toute n'est pas très compliquée et pas dangereuse, donc on peut faire des expérimentations, et voilà. Donc alors là j'ai amené quelques petits accessoires, c'est le genre de matériel qui permet, qu'on construit, qu'on fournit en open source à la communauté, et qui va permettre de rentrer dans le monde de l'ultrason très facilement, avec juste, il faut soit en construire, alors il y a, pour ceux qui connaissent, il y a des Raspberry là-dedans, il y a des choses, enfin bon, il n'y a rien de très extraordinaire, mais ça va permettre avec, par exemple, là j'ai amené, ici c'est le cœur du réacteur, c'est-à-dire que c'est un transducteur ultrason, c'est ce qu'il y a dans tous les échographes, c'est un petit composant qui est plutôt simple, par contre il faut un petit peu d'électronique quand même pour l'animer et permettre de faire ses premiers échos et de voir à travers un corps, de voir à travers des... Donc, Ecopen a un axe où on essaye de faire un dispositif médical
certifié médical, donc là c'est un axe plutôt industriel, où on va produire et mettre dans les mains des médecins ces petits échographes vraiment économiques. Et puis il y a tout un axe où on met en open source tous les communs, tous les acquis qu'on a eus, nous, depuis 5 ans, tout ce qu'on a acquis dans le domaine de l'échographie, de la mise en œuvre, et qui va permettre à des étudiants ou des makers de faire leurs propres expériences, d'innover, et l'innovation, elle va se jouer là avec, justement, en mettant les briques de base dans les mains on l'espère, dans les mains des utilisateurs. Justement, vous avez devancé ma dernière question. Je voulais connaître vos projets, mais manifestement, on l'a compris, il y a 2 voies qui sont en train de se construire. Il y a un axe très professionnel et médical, avec une certification médicale rigoureuse, marquage CE, enfin tout ce... Et puis il y a un axe open source, très maker, où là on diffuse la culture de l'ultrason et de la technologie ultrason. Benoît, Mathilde, merci beaucoup. Navré, je suis une fois de plus pressé par le temps, il faut que je me dirige vers notre dernier invité sur le plateau. Bonjour. Alors, nous sommes en compagnie de Clément Lequodic. C'est bien ça. Clément, bonjour. Alors, je crois qu'on va parler tous les deux d'une association et d'un projet qui s'appelle Aura, si je ne m'abuse. Oui, c'est un projet associatif ouvert qui a pour vocation d'améliorer le quotidien des patients atteints d'épilepsie. Et ce qu'il faut savoir, déjà, parlons d'épilepsie, c'est une maladie qui est malheureusement trop méconnue et qui touche pourtant près de 600 000 personnes en France et 50 millions de personnes dans le monde. Et parmi ces patients, en fait, généralement le traitement, c'est le traitement médicamenteux qui permet de stopper les crises. Et donc parmi ces patients, il y en a 30% qui sont dits pharmacorésistants et qui ont malheureusement peu d'alternatives. Alors il y en a quelques-unes, il y a de la chirurgie, il y a de la méditation, le sport, et l'approche de suivi par des objets connectés, c'est un champ en plus qui a pour vocation d'aider les patients. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On conçoit un patch connecté thoracique qui vient mesurer les signaux cardiaques, le mouvement, et qui va être capable de, au moment de la crise, détecter une signature de cette crise et d'alerter le patient. Et puis également de construire ce qu'on appelle un journal des crises, parce que c'est ce qui est très utilisé par les professionnels de santé, notamment les neurologues, dans la prise en charge de la maladie, pour leur donner plus d'informations quantitatives sur l'efficacité des traitements, quelles que soient les approches médicales. Et puis, à plus long terme, je dirais, une fois qu'on a ce journal de crise, les récentes recherches ont montré que ces crises, elles ont des chronotypes, en fait, un cycle qui n'est pas régulier, mais qu'on peut anticiper. Et donc, on a vocation à donner un indicateur météo. Comme je dirais, il y a des jours où on a envie de dire, des demi-journées où il fait beau, il ne va pas y avoir, où il y a très peu de chances d'avoir des crises. Et puis, il y a des jours qui sont plus orageux, où là, on va dire à la personne, d'ailleurs, on va rien lui dire, on va dire c'est vous vous êtes autonome, vous gérez votre maladie, mais à vous de savoir si vous pouvez aller au travail, à vous de savoir si vous préférez rester chez vous être accompagné par un aidant ce jour-là pour vous mettre en sécurité. Alors comment fonctionne le patch précisément ? Alors le patch, en fait, il est collé au torse, il enregistre ce qu'on appelle un électrocardiogramme, il enregistre un accéléromètre, un magnétomètre, un gyroscope, donc c'est tous les mouvements au niveau du corps. Et derrière, on a une brique qui est une brique de ce qu'on appelle de machine learning, en fait, qui sont des méthodes par apprentissage, qu'on a entraînées auparavant avec des bases de données de centres partenaires, et qui derrière, on va détecter les crises pour chacun des patients. Mais ce qu'il faut voir, et c'est là où je dirais l'approche open science est extrêmement importante, c'est que d'une part, on ne parle pas d'une épilepsie, mais des épilepsies. Il y a plus de 80 catégories d'épilepsie. Et donc, c'est une maladie très complexe, en fait, quand on commence à regarder. Et donc, il n'y a pas un système de détection, il y en a une multitude. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition nos travaux, que ce soit les logiciels, que ce soit les méthodologies, que ce soit les modèles d'apprentissage, à une communauté plus large, à la communauté scientifique, mais également à la communauté des makers, même des patients, qui peuvent s'en emparer et dire, voilà, moi je travaille sur une épilepsie qui est peut-être moins connue, moins explorée, et je peux reprendre ces travaux et les rendre reproductibles pour mon épilepsie à moi. D'accord. En fait, grâce à ce dispositif, il n'y a pas vraiment de risque de détection de faux positifs, puisque l'éventail est très très large. Alors, il y a un risque, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que je n'ai pas dit, c'est pourquoi on vise à améliorer le quotidien des patients, c'est que l'imprévisibilité des crises, ça a beaucoup de conséquences dans le quotidien. Les patients nous disent, en fait, le fait de ne pas savoir quand les crises arrivent, c'est un risque d'accident, mais c'est aussi un risque en fait d'isolement social progressivement. C'est-à-dire que les gens ont peur d'aller dans le métro, ont peur d'aller faire du sport, et donc se freinent et ont peur du regard des autres, parce que c'est généralement des choses assez violentes si vous avez assisté à une crise. Et donc
les gens se disent bah, on va me juger vis-à-vis de ça, et donc j'ai tendance à être replié et j'ai besoin de moyens de reprendre de l'autonomie, de reprendre le contrôle sur ma maladie et de pouvoir refaire plein de choses qui sont totalement possibles, même avec l'épilepsie. Et c'est vraiment le message aussi de l'asso, c'est dire bah, c'est pas parce qu'on a de l'épilepsie qu'on ne peut plus rien faire, au contraire, il faut, avec un petit dispositif ou avec d'autres choses d'ailleurs, on peut reprendre contrôle sur la maladie et être acteur de sa maladie. D'accord. Combien d'utilisateurs aujourd'hui de l'application du dispositif? Alors aujourd'hui, pas encore, parce qu'on est à l'état de recherche. On travaille avec un centre qui s'appelle l'établissement de la TEP, qui est situé à côté de Valence. C'est un centre qui accueille 300 patients sur des longues durées, plusieurs années, qui ont un projet de vie, qui sont pharmacorésistants et qui sont encadrés par une équipe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un centre de vie, c'est pas un hôpital, c'est vraiment quelque chose d'ouvert avec des ateliers thérapeutiques, des ateliers sportifs. Et ces gens, donc, ils ont une vie commune, mais ils sont encadrés par une équipe je dirais, de professionnels de santé, d'éducateurs, d'accompagnants, qui sont aussi nombreux, donc ils sont 500, et qui viennent je dirais, encadrer et mener également de la recherche avec ces patients. Et donc, ils sont ouverts à toutes les approches thérapeutiques, et on vient apporter ce patch et en discuter ouvertement avec les patients pour les équiper dans ce centre, dans un contexte qui est, je dirais, de vie quotidienne, mais en même temps qui est sous contrôle médical. C'est-à-dire qu'on sait, aujourd'hui, équiper des patients comme ça, en leur disant, bah voilà, prenez le patch, c'est quelque chose qui éthiquement pose beaucoup de questions. On peut se dire, bah, on n'est pas encore sûr de la fiabilité du patch, et donc il faut vraiment être encadré dans ce qu'on appelle un process de recherche médicale avec un comité éthique, un comité de protection à la personne, qui vient amener ces garanties-là. Très bien. Clément, je suis navré, je pourrais en discuter encore longtemps avec vous. Malheureusement, on est un tout petit peu pressé par le temps. Il va falloir que je passe à notre dernier invité. Sauf si vous aviez peut-être quelque chose à nous montrer. Ouais, alors je voulais montrer. Alors, mon ordinateur s'est éteint, il faut me donner quelques secondes. C'est pas grave. Allez-y. Alors, hop. J'espère qu'il faut attendre quelques secondes que ça se lance. Alors, c'est une démo live. Voilà, c'est parti. Alors, ce que j'ai là, en fait, le signal qu'on voit là, attendez, je vais zoomer. J'ai actuellement un patch. Alors, un patch complètement open hardware qu'on n'a pas développé nous, qui a été développé par une équipe qui s'appelle Artipatch. D'accord. Et c'est un patch qui n'est pas du tout cher, donc il faut donner, c'est de l'ordre de 90 $. Très bien. Et on vient traiter le signal cardiaque. Donc là, vous avez mon signal cardiaque, et c'est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, là qu'on voit avec les pics. Et chacun des grands pics en fait, correspond à un intervalle, un moment précis qu'on appelle le complexe QRS dans le rythme cardiaque. Et quand on fait la comparaison entre deux de ces complexes, on a la durée d'un battement. En fait. D'accord. Et lorsqu'arrive une crise, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a soit des phénomènes de tachycardie ou de bradycardie au moment de la crise. Et donc, c'est ça qu'on va mesurer. Maintenant, ce que je voulais vous montrer vraiment d'important, c'est que ce signal, il n'est pas parfait. On est dans des conditions de vie, on bouge. Et donc, il faut amener des briques. On a différents algorithmes. Vous voyez, on a différentes briques donc algorithmiques qui vont faire ces calculs et qu'on doit tester en vie réelle. Et c'est vraiment peut-être le mot de la fin que je veux faire passer, c'est pourquoi aussi on est open science, pourquoi les médecins nous font confiance. C'est parce que tout ce qu'on fait, on le met à disposition, et donc c'est reproductible, et donc ils peuvent savoir quelle est l'efficacité, la fiabilité réelle du système, même si elle n'est pas parfaite, parce qu'on ne sait jamais parfait, on touche à l'humain, c'est jamais parfait. Ils peuvent avoir une idée, ils peuvent, je dirais, recommander ces dispositifs en confiance avec leurs patients, en discuter ouvertement. Bien sûr. Merci beaucoup Clément pour cette présentation. Merci également de m'inviter. Il ne nous reste plus qu'un seul invité à interroger. Alors il est en duplex et nous sommes donc en duplex avec le docteur Mohamed Afshar. Docteur, désolé pour ce léger retard. Vous êtes le président d'Ariana Pharmaceuticals. Eh bien, figurez-vous que c'est à vous que revient le privilège de clore ces journées Innovation Santé ici à la Cité des Sciences. Donc vous allez nous présenter KEM, qui est une plateforme d'intelligence artificielle, si je ne m'abuse. En quoi consiste-t-elle précisément ? Très bien. En fait, la problématique auquel on s'adresse, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Donc le problème, c'est que les patients sont différents. Si vous et moi, on est en train de se promener dans la rue, les gens ne vont pas nous confondre. Et a priori, si moi je prends le même médicament et que vous prenez le même médicament, il ne va pas vivre la même chose à l'intérieur de nos corps. Et donc, la réponse à ces traitements va être différente. Donc, une des objectifs de KEM et ce qu'on développe, c'est d'identifier les paramètres qui permettent de prédire si un patient va bien répondre à un traitement
et si un autre ne va pas répondre, ou même un patient peut avoir des effets secondaires. Et donc, on peut regarder dans les deux sens, c'est-à-dire que si j'ai un traitement, est-ce que je peux trouver les patients qui peuvent vraiment en bénéficier? Et de l'autre côté, si j'ai un malade dans une pathologie donnée, par exemple un cancer, et que j'ai pléthore de médicaments existants, est-ce que je peux venir ranker les différents traitements disponibles pour ce patient pour pouvoir donner une sorte d'ordre de préférence, mais dans le cadre de la médecine de précision? D'accord, très bien. Est-ce que, j'imagine que vous avez eu évidemment la possibilité de le faire, vous avez évalué l'efficacité de votre approche? Absolument. Donc la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de l'appliquer dans le domaine de la cancérologie. Et là, la difficulté, c'est un peu comme ce qui était décrit sur les épilepsies. Il y a des milliers de sortes de cancers différents, et ce n'est pas uniquement un cancer du sein, de la prostate ou je ne sais quoi, mais même chacune de ces cancers sont encore divisés en différentes catégories. Et donc une des problématiques, c'est de pouvoir les traiter, mais aussi intégrer la connaissance qui est produite autour de ces différents cancers et les différents traitements. Donc vous avez des milliers d'articles qui sont publiés tous les mois, et comment intégrer ces datas. Donc on a commencé avec un premier prototype qui s'appelle OncoChem pour tenter de proposer des traitements à des patients dans le cadre d'un essai clinique, des patients qui étaient atteints de cancer dans une étape avancée, dans une étape de métastase où les choix thérapeutiques standards avaient été tentés et ne fonctionnaient pas. Et donc dans ce cadre, on a pu montrer des premiers résultats qui étaient intéressants, et de montrer un impact. Ce sont des résultats qui sont préliminaires sur un nombre de cas relativement faible. Je pense qu'il y a 107 patients qui ont testé in fine le système, où on arrive à augmenter la survie de ces patients. Et donc c'est un espoir pour pouvoir continuer la recherche dans ce domaine. Et justement, quels sont vos projets maintenant qui vont évidemment dans ce sens-là, dans le sens d'un affinage de plus en plus précis au cours des tests cliniques? Quels sont vos projets? Écoutez, pour nous, il y a deux voies. La première, c'est de donner un accès à ce genre d'outils, d'informations au plus grand nombre, pour que le patient puisse, pas dans une perspective d'autotraitement, ce qui n'est pas possible, mais juste qu'il puisse utiliser ce type de plateforme pour comprendre les choix thérapeutiques que son médecin est en train de discuter avec lui. Donc ça, c'est un des axes qui est important pour nous, c'est d'aller vers le patient. De l'autre côté, donc nous sommes en train de lancer d'autres partenariats avec des centres hospitaliers pour venir tester notre outil dans des cadres de cancers particuliers, pour collecter de nouveau des datas supplémentaires, de suivre ces patients pendant la durée de leur traitement, et ainsi venir améliorer notre système. Et l'objectif final, c'est que ce type d'approche soit standardisé pour que tous les patients puissent y avoir accès, et le plus tôt possible. Pour avoir une forme de traitement vraiment personnalisé. Exactement, exactement. Et le challenge, vous voyez, c'est que quand on dit un traitement personnalisé, ou ce qu'on appelle maintenant la médecine de précision, la problématique, c'est de pouvoir intégrer des données qui sont importantes. Imaginez que vous avez fait déjà une prise de sang, vous avez, je sais pas, 5 ou 6 pages d'informations que le biologiste vous donne et que vous partagez avec votre médecin. Si maintenant vous rentrez dans le cadre de la médecine génomique, on va mesurer 20 000 paramètres à partir d'une biopsie. Donc 20 000 paramètres, ça veut dire que le document, même s'il y avait 100 items par page et en double page, vous arrivez à 100 pages de documents, et donc votre médecin il devrait lire 100 pages avant de pouvoir discuter avec vous. Donc on voit bien qu'on a besoin d'outils informatiques qui intègrent tout ça et qui puissent aider
le médecin à accéder à l'information et accéder de manière le plus pertinente possible, le plus rapide possible, avec toutes les problématiques de mise à jour, etc. Et en même temps, de nouveau, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aussi permettre aux patients d'aller vers cette information pour mieux le comprendre. Très bien. Docteur Afshar, merci infiniment de nous avoir accordé du temps en cette fin d'après-midi. Je vous souhaite évidemment bonne continuation pour vos projets et bien d'autres. Je crois qu'il est temps pour nous de conclure. Donc merci encore une fois infiniment à tous les intervenants qui nous ont fait le plaisir de participer à ces journées Innovation Santé. Alors je rappelle aux internautes qui nous suivent et qui nous suivront sans doute plus tard, que toutes les informations relatives aux innovations et à leurs concepteurs figurent sur le site internet de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un grand merci aussi à toutes les équipes de la Cité, à tous les techniciens qui ont rendu possible la tenue de cet événement. Je peux vous assurer que ce n'était pas une mince affaire, donc bravo à eux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, en espérant vous retrouver nombreux ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, quand ses portes se rouvriront de nouveau. À très bientôt.